Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté de la rue Saint-André-des-Arts. J'aime particulièrement cet endroit. J'ai le sentiment de faire un saut dans le passé dès que je le traverse. Ici, on sent vraiment l'âme du vieux Paris avec ses pavés chaotiques, ces vieilles enseignes, ces vieux cafés qui sont les témoins de la grande et de la petite histoire. Une rue en plein cœur du quartier latin, très animée, de jour comme de nuit. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, le quartier est très touristique, mais je vous assure qu'il réserve de belles surprises et qu'il abrite de belles personnes. Allez, en selle pour un nouveau numéro de Paname. Et si on jouait pour commencer, je vous emmène dans ce magasin historique de la rue Saint-André-des-Arts, installé ici depuis plusieurs dizaines d'années. Bonjour Georges. Bonjour Yvan. Ça va bien? Ça va et vous? Merci de m'accueillir dans votre boutique qui m'interpelle déjà par le nom Variante. Ah, Variante, bah, ça commence à avoir un petit peu d'histoire là-dessus, mais le choix c'est les échecs, le jeu d'échecs. Et donc du coup, comme il y a tout un tas de théories sur la stratégie du jeu, comment on le monte, les ouvertures notamment, et il y a un tel choix, un tel éventail pour commencer la partie aux échecs, on utilise ce mot pour les variantes d'ouverture, principalement, les variantes de jeu, les lignes de jeu. C'est ça le nom. Donc ici, on vient d'abord pour le roi des jeux, le jeu des rois, c'est ça? C'est un peu lui. C'est un peu lui? Ouais. D'accord. Alors, on est complètement ouvert. C'est-à-dire qu'à partir de là, le thème général de la boutique, c'est quand même la stratégie et tout ce qui va être ludique. Il y a combien de jeux ici en tout? Oh, je sais plus, mais ça se compte en milliers de boîtes. En milliers de boîtes? Ouais, Vous avez joué à tout? En référence, absolument. Non, je suis pas crédible. Je vends aussi des jeux de bluff. Vous êtes fort au bluff, vous, hein? Oui, non, bon... Poker, on joue au poker? Non, mais... Ouais, un peu. On vend des jeux de poker ici aussi? Absolument. Comment vous êtes tombé là-dedans, vous? Petit déjà? Dans le chaudron, ouais. Assez rapidement. Avec quel jeu? Votre premier jeu, c'est lequel? Des jeux de cartes, des jeux de loi. Je me souviens de parties de nains jaunes avec ma grand-mère, les osselets dans les cours d'école. J'adorais jouer avec tout. Et puis après, ça a été un peu comme tout le monde, des boîtes de Monopoly ou de Risk pour les jeux de conquête. Je me souviens un jeu où on jouait sur le thème du chocolat. Il fallait diriger une petite entreprise qui fabriquait du chocolat. Des jeux de conquête de territoire. Souvent, ce qui me plaisait sur l'approche d'un jeu, et ce qui continue souvent à être un déclencheur pour les joueurs, les clients, c'est le thème. Et là, il y a une richesse, c'est phénoménal. Et ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment un domaine innovant. On a des nouveautés toutes les semaines. Toutes les semaines? Ah oui, toutes les semaines. Alors des fois, ça va être un simple jeu de cartes, hein. Puis des fois, ça va être un jeu de plateau avec des mécaniques beaucoup plus complexes. Mais toutes les semaines, on a des petites choses qui arrivent. Ah oui. Est-ce qu'on vend le plus ici? Alors, les échecs taillent la part du lion. Parce qu'il y a les livres, on a énormément de livres d'échecs. On est une librairie d'échecs. Ça fait du bien, le jeu? Absolument, ça défoule. On vend énormément de jeux d'ambiance, par exemple. Parce que là, c'est simple. Même, il y a des gens qui se disent pas joueurs. Il suffit simplement de trouver le jeu qui va les faire rire. Il y en a forcément un. Il y a plein de jeux psy aussi, maintenant. Absolument. D'ailleurs, on a plein de thérapeutes en tout genre et de psy en tout genre qui viennent et qui utilisent ça comme outil. Vous avez inventé un jeu, vous? On s'amuse de temps en temps sur des principes avec des amis. Moi, je suis plus dans la catégorie testeur. Et effectivement, on a des prototypes de temps en temps qu'on peut tester. Ouais. Et votre jeu préféré, vous n'en avez pas un quand même? Allez, j'insiste. Trivial Poursuite. Excellent exemple. J'ai longtemps eu beaucoup de mal avec ce jeu, mais à partir du moment où des gens s'amusent avec, ils ont raison. Bah oui. Et donc le jeu est bon. C'est le but du jeu. C'est ça, c'est le but du jeu. C'est pour ça qu'on en a autant de références. Est-ce que les Parisiens sont joueurs? Oui, parce qu'il y a également plein de lieux où on joue. Il y a des bars. Alors ça tourne, c'est pas forcément tout le temps au même endroit. Il y a des associations. Il y a parmi les plus grosses ludothèques de France. Est-ce qu'il y a des jeux sur Paris? Ah mais Paris nous fait jouer. Allez. Ah comme par hasard. Tiens. C'est incroyable. Ça peut être des jeux de questions-réponses. Parce qu'il y a tellement d'histoires, de lieux, d'événements. Jeux de pistes. Ça peut être des jeux de pistes sous forme de livres. Ça, c'est un jeu de 54 cartes. Ça s'y prête. Des photos, des reproductions de peintures. On va jouer aux cartes, mais le support, c'est Paris.
Et là, jeu autour du métro, non? Autour du métro, bien sûr. Bah, c'est fantastique pour un créateur de jeu. Il y a déjà le plan. On se promène dans Paris, donc on va ressortir aux différentes stations. Il va y avoir des questions sur les monuments, sur l'histoire, sur les gens. Et puis celui qui a fini sa ligne le premier a gagné la partie, par exemple. Mais vous avez oublié le roi des jeux parisiens. Dame Ned. C'est le Monopoly, non? Accessoirement, les rues du Monopoly, avec la rue de la Paix. Oui, mais il n'y a pas la rue Saint-André-des-Arts. Je suis désolé, vous avez perdu. Ça y est, mince. Voilà, tant pis pour vous. J'ai gagné. Mais je pourrais rejouer. Allez, à bientôt Merci. pour la Jean. belle. Ça marche. Bonjour Christophe Nicolas. Bonjour. Merci de m'accueillir dans votre salon de coiffure. Je suis d'abord impressionné par le lieu. C'est un magnifique hôtel particulier. Absolument, oui, tout à fait. C'est un hôtel particulier qui date de la fin 18e. J'imaginais jamais qu'un jour ça serait à moi. Non. Vous connaissiez cette rue, la rue Saint-André-des-Arts? Vous étiez déjà passé par ici? Dans ma jeunesse, j'avais lu les fameux, vous savez, La bicyclette bleue, le fameux roman de Régine Desforges qui habitait, il faut le savoir, un tout petit peu plus loin dans la rue. Et elle parlait de la rue Saint-André-des-Arts dans La bicyclette bleue. Donc j'ai commencé à rêver et à penser à la rue Saint-André-des-Arts et évidemment je suis venu la voir. Ici c'était quoi avant? Au début du siècle dernier, c'était le bon marché. Et on vendait quoi alors? On vendait de la bonneterie, tout ça, comme ces fameux magasins qui s'appelaient Au Bonheur des Dames, enfin toutes ces choses-là. Et ensuite, ça a été investi par différents commerces, notamment l'angle et l'entrée en bas était un magasin de stylos et de papeterie. Et il y avait déjà un coiffeur qui était vraiment tout petit, dans une toute petite pièce. Il y a eu déjà une activité coiffure, ça a eu déjà existé. Ce dont j'avais envie, c'était créer une maison plus qu'un salon de coiffure. Là, c'est une maison de beauté, une maison de cheveux. Donc on pratique les soins du visage, on pratique des soins détox aussi pour le corps, parce que ça fait partie du lieu, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Germain, la détox, le côté naturel, on aime beaucoup ça. On pratique aussi évidemment le fameux bar à chignon, puisque j'ai créé le bar à chignon à l'ouverture de la maison ici, qui a finalement été un succès assez énorme. Le chignon, à l'époque, était un peu tombé en désuétude. Ça appartenait soit à des moments privilégiés comme le mariage, comme une grande fête. Donc forcément, les femmes y passaient 2-3 heures. Et puis, ça coûtait quand même 2 bras, vu le temps passé. Et très souvent, les jeunes filles ressemblaient à leur maman, une fois finies. Et moi, j'avais envie, en fait, de créer un service rapide. Je travaille beaucoup pour les défilés, dans les backstage, et forcément, on est obligé d'être rapide, d'être très réactif. Donc l'idée, c'était de proposer 10 minutes en service timing, donc en 10 minutes, un chignon, 20 minutes, 30 minutes. Comme si on va prendre un Perrier dans un bar, on s'assoit 10 minutes à une table avec une copine et on boit un Perrier. Ben voilà, c'était la même chose. Pour 10 minutes, pour 20 €, vous aviez un chignon couture. Comment ça a débuté pour vous, cette histoire de coiffure? Ça a débuté à 13 ans. J'ai accompagné ma mère dans le salon de coiffure où elle allait. J'étais assis au milieu de plein de dames. Je sentais les odeurs. À un moment donné, je me suis levé, je suis allé voir la coiffeuse de ma mère et je lui ai dit « Moi, j'aime pas du tout cette couleur que vous lui faites. J'aimerais qu'elle ait le blond de Sylvie Vartan. » Parce que Sylvie Vartan, à l'époque, c'était une très grande référence pour les femmes en France. Alors la coiffeuse, elle dit « Ah bah, il sait ce qu'il veut, votre fils. » Bon, voilà, elle lui fait le blond de Sylvie Vartan, enfin, plus ou moins, je pense. Et en sortant de là, j'ai dit à ma mère « Écoute, je pense que c'est ça que je veux faire. » Et j'ai commencé mon métier à balayer, à déplier des papiers, à plier des serviettes. Et j'ai ouvert mon premier salon à, je sais pas, j'avais même pas 20 ans encore. J'aurais pas pu vous dire que je serais ici ou que je coifferais Isabelle Huppert, qui est devenue une amie, ou des choses comme ça. Non, moi je dis que pour réussir, il faut du talent, bien sûr, mais il faut de la chance, il faut des belles rencontres, mais il faut beaucoup de travail. En tout cas, moi j'ai envie de me faire coucouner.
Ah bah à ce moment-là, c'est le moment parfait parce qu'on vient en plus d'installer un espace spécifique à l'homme, spécifique à la barbe aussi, qui permet justement aux hommes de pouvoir être au calme, tranquille, sans qu'ils soient au vu de tout le monde. Et voilà, on a pris ça en considération, donc on a installé ici même le coin barbier. Mais je vais y aller. Parfait. Merci Christophe Bienvenue. Nicolas. Waouh! Vive les pavés! Comme disait Jules César, pavés! Bonjour Yvan. Comment ça va? Bien, très bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce passage. Vous allez m'éclairer de vos lumières historiques. Oui. Surtout qu'on est devant un endroit Mythique. mythique, Ouais. le Procope. Oui, premier café de Paris. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente, et c'est sans doute vrai. Imaginez, le café, ce produit, nous arrive d'Orient en 1679. Et en 1686, ce café ouvre grâce à Francesco Procopio, un Italien venu faire fortune à Paris. Alors, il est révolutionnaire parce qu'il propose du papier pour écrire, il propose les revues qui sont là à disposition à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, c'est un échange intellectuel. C'est assez étonnant. Et donc ça a fait venir les philosophes des Lumières. Oui, alors d'autant qu'on est face à la comédie française, qui veut dire qu'il y a des comédiens, des auteurs qui sont évidemment dans la rue et qui viennent boire un café chaud ici. Et puis on y croise, figurez-vous, Voltaire, on y croise Franklin. Vous imaginez Benjamin Franklin, ce que j'aurais aimé être petite souris pour écouter ce qui se dit. On dit aussi que la Constitution américaine serait un petit peu née ici. Bon, on enjolive. On y croise aussi les encyclopédistes. Alors voilà, les Diderot, les d'Alembert, effectivement, on dit que ces deux hommes se seraient rencontrés autour d'un café, ici même, et qu'ils se seraient tapés dans la main en disant « Et si on créait cette encyclopédie qui rassemblerait tous les savoirs du monde ?» Est-ce qu'on peut dire que c'est là qu'est née un peu la Révolution française? En tout cas, ils sont bien présents, ces révolutionnaires, ici. On croise Robespierre, on croise Danton, on croise Marat, et on croise l'homme qui va nous permettre de chanter, vous savez, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons, Fabre d'Églantine. Ah oui, alors ils sont tous là, évidemment. Et puis, il y a aussi un personnage emblématique qui passe par cette rue et qui va y travailler un petit peu. Il s'appelle Guillotin. Oh, bah oui, ça fait froid dans le dos. L'inventeur de la guillotine. Absolument. En fait, Guillotin propose aux révolutionnaires de mettre une égalité devant la mort pour tous les condamnés à mort. Tout le monde aura la tête tranchée. Pour ça, il faut une mécanique. Alors on commence à demander des devis aux uns et aux autres. Il y a un spécialiste qui s'occupe que des potences, mais il est un peu cher. Alors on vient voir ici, dans ce passage, un Allemand, Tobias Schmidt, qui lui fabrique normalement des pianos forte. Donc ça n'a rien à voir, mais son devis est tellement peu cher qu'on lui fait faire cette machine. Et voilà pourquoi on vient ici faire des essais avec de pauvres bêtes. Ce sont les moutons qui vont être sacrifiés en premier pour voir si cette machine fonctionne. Il y a aussi un grand révolutionnaire qui a réclamé beaucoup de têtes, qui a réclamé que la guillotine fonctionne beaucoup, c'est Marat. Marat était ici aussi. Alors, Jean-Paul Marat, et il venait prendre son café ici, c'est un journaliste, il écrivait L'Ami du Peuple, c'est lui qui a créé ce journal, il était imprimé ici, en face. Alors figurez-vous qu'il voulait se faire le plus discret possible. Il écrivait ses textes discrètement à l'étage, et puis il sonnait une cloche, ding, 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 ding. Du coup, ça alertait les imprimeurs qui étaient en face, et paraît-il, avec un fil, on faisait passer des articles d'un point à un autre. Donc on est vraiment au cœur de la Révolution, et c'est un lieu qu'il faut vraiment visiter aussi. Mais je vais les visiter, d'autant plus que maintenant c'est devenu une chocolaterie. Oh, bah alors vous avez de la chance. Allez, on y va ensemble. Oui, je veux Allez, bien. hop. Après le café, le chocolat, c'est bon ça. Merci. Bonjour Yvan. Pierre. Merci de me recevoir dans votre magnifique établissement qui se nomme donc Un dimanche à Paris. C'est tout un programme. Tout un programme, l'idée était d'être poétique, mystérieux et d'inviter à l'art de vivre autour du chocolat.
Alors c'est pas un hasard parce que vous êtes issu d'une grande famille de chocolatiers, les Cluzel. Je suis né dans le chocolat et Michel Cluzel est mon père, effectivement. Mon grand-père, lui, était déjà pâtissier et chocolatier et mon arrière-grand-père boulanger, donc il y a beaucoup de génétique dans l'air. Alors pourquoi vous n'avez pas continué l'affaire de famille? Alors nous sommes, Michel Cluzel, donc mon père a 4 enfants. Et mon idée à moi, en fait, ici, c'est parti d'un rêve qui était de créer un lieu qui n'existait pas pour le particulier, pour découvrir, pour déguster, pour travailler, pour apprendre autour du chocolat. Et je voulais que ce soit en plein cœur de Paris, bien sûr. J'ai voulu vivre mon aventure. Alors vous êtes installé ici, dans ce passage, commerce Saint-André. Comment vous êtes arrivé là? C'était toute une découverte. Le quartier est exceptionnel. Nous sommes en plein milieu du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Je cherchais un bâtiment magique avec une histoire. Ici, il y a le passage qui est très pittoresque, mais aussi cette tour extraordinaire médiévale de l'époque de Philippe Auguste. Et je cherchais un endroit suffisamment grand pour à la fois produire, fabriquer des chocolats, des pâtisseries, avoir une cuisine et proposer plusieurs espaces et beaucoup d'activités autour du chocolat. Alors attendez, racontez-moi ça, c'est un morceau de l'enceinte Philippe Auguste? Oui. Cette tour faisait partie de l'enceinte Philippe Auguste qui faisait le tour de Paris. Il y avait à peu près 70 tours comme celle-ci et celle-ci est la mieux conservée de Paris. Il y en a une autre au sous-sol du Louvre qui est plus grande. Et donc de part et d'autre, il y avait les remparts. Derrière ces remparts, c'était le Paris intramuros de l'époque. Et ici, à cette époque-là, nous étions en banlieue, en fait avec rien d'autre que des prés, d'où Saint-Germain-des-Prés. Et pour être plus précis, ici où nous sommes, c'était des douves, des grands fossés, qui par la suite ont été comblés, bien évidemment. Ici, c'est un lieu vraiment chargé d'histoire parce qu'il n'y a pas que la tour Philippe Auguste, c'est aussi l'ancienne imprimerie de Marat. Alors c'est ça qui est extraordinaire dans ce bâtiment, puisque nous avons le côté Vive le Roi, avec cette tour médiévale Philippe Auguste, et de l'autre côté, effectivement, le côté Vive la Révolution. C'était l'imprimerie de Marat qui imprimait son journal L'Ami du Peuple, qui était donc à l'emplacement de la boutique. Quel rapport vous entretenez avec le chocolat? Ah, c'est passionnel. Mon envie, c'était vraiment de transmettre tout ce que j'avais appris en allant dans les forêts tropicales, mais surtout des plantations de cacaoyers, toutes ces connaissances autour des fèves de cacao, et puis bien sûr de la fabrication du chocolat, et peut-être plus encore autour de la dégustation. Bien sûr du chocolat, mais aussi ici au restaurant avec une cuisine autour de l'esprit de l'épice cacao, donc avec une petite touche à chaque fois cacao, voire chocolat, de façon à montrer tous ces mariages gustatifs. Le chocolat, ça peut se mélanger avec n'importe quel produit? Ça peut vraiment se mélanger, alors tout dépend des proportions bien sûr et du choix du chocolat ou du cacao, mais on peut faire des plats merveilleux de poisson, de viande blanche, de viande rouge. On a des recettes formidables avec des coquillages, dans l'esprit en tous les cas de l'épice, c'est-à-dire où le chocolat n'est pas dominant. D'ailleurs, Jean-Pierre nous a proposé une recette rien que pour nous, je vous emmène. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous allez nous présenter, nous préparer de beau et de bon? On va partir sur un petit saumon cuit à basse température avec des petits légumes totalement de saison, du concombre, du radis rinmé, du radis, des artichauts poivrades, un petit peu de feuilles de coriandre, un peu de cacao. Alors on va partir sur une petite vinaigrette au basilic cacao. Ça c'est un petit coulis mangue passion. Le petit légume, le concombre, qui est cuit en façon pickles, donc les artichauts poivrades, cuit de la même façon. Façon pickles. Exactement. Alors c'est curieux de mélanger du poisson avec du cacao. Le cacao est très amer, il ne faut pas partir sur le côté sucré du cacao. On est vraiment sur l'amertume, sur le côté salé, avec du caractère. Et le saumon, ça a très peu de caractère, donc ça se marie parfaitement. C'est une recette que vous avez inventée? Oui. Et après, on met quelques baies roses? Quelques petites billes de baies roses enrobées au chocolat blanc. C'est magnifique. On a envie d'y goûter, non? Allez, on y va? Alors, la cuillère? Allez. N'hésitez pas à mélanger les petits légumes, les vinairettes. Oui, c'est génial. C'est qu'on sent le goût du cacao amer. Pas trop. Ouais. Bravo. Merci Jean-Pierre. Merci à vous.
douceur du chocolat, moi je vous propose de terminer cette balade en percussion. Bonjour Frédéric. Bienvenue. Merci. Alors vraiment ici, c'est une vraie surprise parce qu'une école de batterie, moi j'avais jamais vu ça encore. Oui, pourtant il y en a. La chance de cet endroit, c'est qu'il est pignon sur rue, donc ça permet quand même d'avoir une visibilité un petit peu plus grande. Alors qu'est-ce qu'on enseigne précisément ici? Alors ici, on enseigne la batterie, on enseigne le rythme, on enseigne des techniques pour jouer de la batterie, on enseigne de la musique aussi, puisque la batterie, ça reste avant tout un instrument pour accompagner de la musique, soit des chanteurs, soit avec d'autres instruments, d'autres instrumentistes, mais ça sert avant toute chose, voilà, à faire des rythmes. En fait, l'idée de ce projet, c'était avant tout de pouvoir développer des méthodes américaines. Donc, pour ce faire, je suis allé rencontrer un personnage qui a maintenant une grande importance dans ce projet. C'est un Américain qui s'appelle Dom Famularo. Et ce monsieur globalisait toutes ces techniques. Ce sont des choses liées à la technique des mains. D'accord. Voilà, donc c'est en fait d'essayer de concevoir sa façon de jouer de manière plus naturelle. Si vous regardez un enfant jouer, il prend des baguettes, c'est naturel. Dans tout ce que peut faire un enfant, il n'y a aucune contrainte en fait, il y a juste une approche simple des choses. Ouais. Et en fait, nous on se complique parfois un peu la vie par la suite. Donc il faut retrouver son âme d'enfant pour apprendre à jouer de la batterie? Peut-être. Et vous êtes arrivé comment dans ce métier? Qu'est-ce que... En fait, une envie de changement, Ouais. parce que je faisais toute autre chose avant. L'idée était d'apporter quelque chose de différent aussi et de pouvoir enseigner toutes ces approches qui, pour moi, ont été d'une grande aide. Vous faisiez quoi avant? Je vendais des appartements. Ah oui, c'est vraiment autre chose. Mais vous à fait. vous étiez quand même batteur. Oui, je faisais de la batterie. C'est important, à un moment donné, pas de faire un bilan, mais de se dire qu'est-ce qu'on a envie, au fond, de faire. Et donc... Là, le processus a été lancé. Je suis parti donc aux États-Unis, rencontrer Dom Famularo, travailler avec lui. Et puis le projet est né. On a trouvé le nom ensemble. Et puis les choses ont tranquillement avancé. Pendant une année, j'ai voyagé, je l'ai suivi un peu partout. Les gens font appel à lui pour faire des masterclass. C'est un ambassadeur de la batterie. Et cette école, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à tout le monde. Des débutants aux confirmés, aux avancés, aux professionnels, aux amateurs. Parce qu'il y a quand même aussi des masterclass, il y a des Alors, grands noms de la batterie qui viennent donner des cours. Alors, l'idée, c'est toujours de transmettre quelque chose. Alors, quels sont les grands noms de la batterie qui sont passés ici? Peter Erskine, Aaron Spears, il y a Chester Thompson, ça a été d'abord le batteur de Frank Zappa, ensuite Ah oui. de Weather Report, ensuite de Genesis, quand Phil Collins a commencé à chanter. Brian Frasier-Moore, Madonna, Justin Timberlake. C'est le batteur de Madonna? C'est le batteur de Madonna. Ok. Ouais. Mark Guliana, batteur brillantissime new-yorkais, qui joue sur le dernier album de David Bowie, qui est venu vraiment nous donner une leçon. Marie Manfredi, qui est la batteuse du Cirque Bouglione. Il n'y a pas beaucoup de femmes, hein? Et il y en a de plus en plus, quand même. Ah ouais? Oui. Devant nous, qu'est-ce qu'on a là? On a des caisses claires. Caisse claire. Caisse claire, ouais. Et Caisse ça claire, c'est ce que le batteur a entre les jambes. D'accord. Avec timbre, sans timbre. Moi, ça me donne envie quand même d'essayer. Montrer un peu ce que Faut je... essayer. Bah oui. Frédéric, Ouais. pour moi, c'est la première fois que je m'installe devant une batterie. Déjà, comment on tient les baguettes? Comme ça, ouais. Comme ça? Simplement? D'accord. En essayant de pas trop serrer ici. Ok, il En faut que ça essayant de soit mettre- souple. Voilà, faut que ce soit... L'idée, c'est l'attention à l'ennemi du mouvement. Donc ce qu'on va faire, on va se servir au départ de nos pieds. Ouais. Comme ça, on va imprimer une Uh-huh. cadence. Une cadence. Comme ça, nos pieds vont faire, les deux, avoir les 4 temps d'une mesure. 1, 2, 3, 4. On essaye? Donc la main droite, Ouais. 2, 3. Elle va jouer avec les pieds. Mais il faut pas arrêter le pied gauche. 2. Non. En fait, ça fait le premier temps. 1, 2, 3. J'arrive pas là, je comprends pas. J'ai pas compris. Je suis vraiment ravi de terminer cette balade du côté de la rue Saint-André-des-Arts en prenant mon premier cours de batterie. Je vous assure, c'est vraiment pas facile. Je vais laisser Frédéric jouer. En attendant, je vous invite à voir ou à revoir cette émission sur les réseaux sociaux et sur france3.fr. Frédéric, vous êtes prêt? C'est parti. 1, 2, 3, 4.